Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons la directrice de Pôle emploi. Bonjour Catherine Guilbaudot. Bonjour, enchantée d'être parmi vous. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Pôle emploi, nous avons tous l'impression de connaître ce service, mais je crains que nous soyons très peu à savoir quel est son statut, quelles sont ses fonctions, quelles sont ses missions. Donc Catherine Guilbaudot, est-ce que vous pourriez nous présenter de façon succincte votre service ? Alors, Pôle emploi je suis directrice de 2 départements. C'est une particularité puisque je suis responsable des Hautes-Pyrénées et du Gers. Donc au total, sur les 2 départements, environ 280 collaborateurs, 180 dans les Hautes-Pyrénées, une centaine, retenez ça à peu près, dans le Gers. Donc 7 agences au total, 4 dans les Hautes-Pyrénées. Cette agence, c'est-à-dire que vous avez des agences dans 7 villes différentes qui sont, par exemple... Alors, par exemple, ici à Tarbes, 2 agences d'à peu près 50 personnes chacune, une agence à Lannemezan de 25 personnes à peu près, et à Lourdes, une agence de 28-29 personnes, voilà, à peu près. Plus la direction territoriale avec des chargés de mission qui travaillent à mes côtés, des collaborateurs proches, on est à peu près une dizaine, qui sommes en appui de nos agences pour les aider dans les aspects très quotidiens, réglementaires, développement de compétences, RH, etc. Donc ça, c'est pour les employés de Pôle emploi et différentes agences. Alors, quel est votre statut ? Alors, Pôle emploi, en fait, est un établissement de service public, avec des missions de service public, doté d'une gouvernance tripartite, État, partenaires sociaux, et donc partenaires sociaux des 2 côtés, en fait. Alors, comment est-ce qu'elle s'exerce, cette autorité tripartite ? Elle est au niveau national ou est-ce qu'elle est aussi au niveau de votre territoire, celui que vous dirigez ? Alors, elle est au niveau national, elle est déclinée au niveau régional en Occitanie, et sur mon territoire, j'anime des instances paritaires, composées de représentants de salariés et de représentants d'employeurs, pour tout ce qui va être validation des indus, par exemple. C'est-à-dire les indus parce que des fois, il y a des allocations versées à tort. Donc, effectivement, les demandeurs d'emploi, par exemple, nous doivent de l'argent. Et donc, il y a des possibilités de recours. Et ça, c'est une décision de cette instance représentative salarié, pôle salarié et pôle employeur. Donc là, on voit quel est votre statut. Vous avez quand même une certaine autonomie vis-à-vis de ces instances, ou est-ce qu'ils sont votre conseil d'administration, entre guillemets ? Alors, au niveau national, il y a un conseil d'administration, bien entendu, où il y a des grandes lignes qui sont données. Aujourd'hui, pour tout vous dire, quand même, l'État, qui est le premier financeur, est quand même, on va dire, notre premier donneur d'ordre, si je puis m'exprimer ainsi. On va revenir, parce que j'aurai une question à ce sujet. Et alors donc, vos missions, parce que Pôle emploi, pour beaucoup, égale chômage, or ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, on a des missions, bien sûr, vis-à-vis des demandeurs d'emploi, accueillir, accompagner les demandeurs d'emploi, les inscrire. Donc, on est une entreprise qui, voilà, dans un premier temps, qui est attendue sur les demandeurs d'emploi. Bien sûr, très grosse partie, c'est l'indemnisation. Donc dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, un peu plus de 13 500 personnes indemnisées. Ça veut dire tous les mois des calculs à faire avec des allocations à verser. Mais on a aussi tout un pan de notre activité, et non des moindres, en lien avec les entreprises. Donc notre boulot, c'est quand même de prospecter, de récolter des offres, et bien sûr, on est au cœur du placement, c'est-à-dire de la mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Mais nous avons également, on relaie évidemment les politiques publiques, vous l'avez compris. Donc effectivement là, par exemple en ce moment, on a une action très forte sur les contrats aidés, sur le plan jeune. On contribue au plan de relance. Donc on a aussi toute une partie de notre activité qui est très partenariale et liée quand même à un contexte politique. Sur l'État. Donc quand même répertorié, indemnisé et aider à la recherche de l'emploi.
ça reste votre cœur de métier. Oui, cœur de métier, ouais, qui est le placement des demandeurs d'emploi, l'indemnisation et le placement des demandeurs d'emploi. Et en plus, vous relayez donc les actions de l'État dans ce domaine-là. Et alors c'est là que je voulais vous poser la question, vos rapports avec le préfet. Est-ce que c'est votre supérieur? Est-ce que c'est quelqu'un que vous devez ménager? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous imposer des actions? Alors, je vais vous répondre politiquement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un acteur, nous sommes très en proximité, puisque lui est garant des politiques de l'État sur son territoire. Et donc, effectivement, en ce qui concerne l'emploi, c'est clair que nous avons des actions en commun. Je suis garante quand même de la mise en œuvre des politiques publiques de l'emploi, mais ce n'est pas mon supérieur hiérarchique. J'ai un directeur régional qui est mon supérieur hiérarchique, et mes missions et mon mandat, je le prends de mon directeur régional. Ceci dit, vous avez bien compris que je dois être quand même très très proche des services de l'État dans le département. Après, on peut comprendre que vu votre position, vous relayez les politiques de l'emploi de l'État pour aider à améliorer les choses. Ça se conçoit très très bien. Et en dehors des services de l'État représentés par le préfet, est-ce que vous avez des connexions avec les collectivités territoriales, le département, la région, les communes ? Très grande proximité, effectivement, avec le département, puisque nous avons même des conventions de partenariat avec eux sur l'insertion et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc nous avons une convention, j'ai même des agents, des conseillers dédiés à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc ça, c'est un service tout à fait spécifique. C'est une mission spécifique, oui, sur laquelle, effectivement, on a contractualisé avec le conseil départemental. On appelle ça l'accompagnement global. Et donc, les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA sont accompagnés à la fois par mes conseillers, mais aussi par un travailleur social. C'est un double accompagnement qui vise à lever les freins à l'emploi pour accéder plus rapidement à l'emploi. Donc on a bien sûr un partenariat là très riche qui va bien au-delà, parce que le conseil départemental, c'est aussi demain le service public de l'insertion par l'économie. Donc là on travaille par exemple sur la réponse à l'appel à projet SPI, avec le conseil départemental. On est très lié à plein de niveaux avec eux. Par exemple, on est lié aussi pour tout ce qui est la maison des personnes handicapées, donc, puisque nous, on a une convention d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc oui, beaucoup de choses au niveau du conseil départemental. Pour répondre sur les collectivités, on a beaucoup de conventions de partenariat avec les communautés de communes, les EPCI, puisqu'ils ont la délégation sur tout ce qui est activité économique, développement économique. Et donc c'est très important pour nous d'être au cœur des informations pour pouvoir anticiper les besoins de demain sur un territoire, pour pouvoir mettre en place des formations sur le territoire, anticiper en fait les besoins en compétences de demain. Donc là, vous êtes vraiment au cœur des différents mécanismes qui traitent de l'emploi, aussi bien étatiques que locaux, que territoriaux. Tout à fait. Un point important que j'ai oublié, c'est le conseil régional, très gros partenariat avec eux, puisque le conseil régional, lui, a pour le coup le mandat de travailler sur les formations, sur la mise en place du plan régional de formation. Et donc, c'est ce qui nous permet, nous, de positionner nos demandeurs d'emploi sur les formations qui se déroulent sur le territoire. Et donc, on est à la fois prescripteur, mais on a un très gros partenariat avec la maison de la région. Je pense que c'est un domaine sur lequel il faudra revenir, parce que je pense que la formation, c'est un axe privilégié pour faciliter le retour à l'emploi et que vous puissiez appuyer sur toutes les... Absolument, c'est un levier important. Donc, de ce poste privilégié d'observation en plus, vous pouvez très bien voir ce qui se passe dans notre département en termes de vie économique, de chômage et d'offres d'emploi. Alors, on va reprendre d'abord le terme qu'évoque le plus Pôle emploi, c'est le chômage. Quelle est la situation du chômage
dans notre département et selon les diverses catégories de chômeurs? Alors, aujourd'hui, donc, on compte 21 451 demandeurs d'emploi inscrits dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est vrai, toutes catégories. Alors après, je ne vais peut-être pas rentrer parce que c'est dans les détails des catégories. Alors, c'est un chiffre qui nous dit rien. Ça veut dire qu'en pourcentage, est-ce que c'est important? Parce qu'on sait que les Hautes-Pyrénées, c'est un département de personnes âgées, beaucoup de gens sont à la retraite, et les gens en âge de travailler sont peut-être moins nombreux que dans d'autres départements. Alors, le taux de chômage est calculé par l'INSEE, il n'est pas du tout calculé par nous. Il est effectivement en lien avec la population active, c'est un pourcentage. Donc aujourd'hui, on est à 8,7% sur les Hautes-Pyrénées, ce qui est... de la population totale? De la population active. Active, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas aussi important que ça. Il y a des départements en Occitanie qui sont très, très, très bien loin devant nous, malheureusement. Ben ça, c'est effectivement c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que notre département ne soit pas plus mal placé. Oui. Alors, c'est l'INSEE qui calcule, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation, j'imagine, entre les résultats de l'INSEE et les gens qui s'inscrivent à Pôle emploi, mais est-ce qu'il y a des différences? Non. Là, c'est très clair, c'est nos fichiers qui font foi. Non, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de différence. Le calcul, il est très officiel. Nous, on donne en toute transparence les résultats à chaque fin de mois. Et donc, le taux de chômage, par contre, n'est calculé qu'une fois par trimestre. Et donc, il évolue comment, ce taux de chômage ? Alors, disons, avant le Covid et puis après Covid. Bon, alors, en fait, avant le Covid, on était plutôt dans une tendance baissière, on va dire. On avait un développement économique qui était plutôt à la hausse. On a connu des périodes beaucoup plus dramatiques après la crise 2008-2009. On a mis du temps à s'en remettre. J'ai envie de dire que là, on était plutôt sur une très bonne tendance au niveau de l'activité économique. Dans quel secteur l'activité reprenait ? Alors, elle reprend. Alors, c'est difficile de dire reprenait parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Le phénomène de l'emploi, c'est quelque chose de très lent en fait. Il n'y a pas de domaine qui arrive un beau jour comme ça et voilà. C'est un gros paquebot qui est difficile. Il faut retenir qu'il y a des niches, mais nous, ce qu'on regarde quand même, c'est les gros secteurs, ceux qui se portent plus ou moins bien. Alors, pour répondre à votre question sur l'impact Covid. J'ai effectivement regardé ça. Si je dois comparer entre mars 2020, donc un peu top départ de la crise Covid, et mars 2021, en réalité, l'évolution des demandeurs d'emploi est de plus 0,9. Plus 0,9, c'est une quasi-stabilité. Enfin, à l'échelle des demandeurs des chiffres que j'évoquais là, c'est pas une augmentation. C'est pas grand-chose, mais est-ce qu'il n'y a pas un arbre qui cache la forêt avec le chômage partiel qui est indemnisé? Et est-ce que derrière, vous ne craignez pas que tout d'un coup, il y ait un effondrement de ce chômage partiel, de ces indemnisations pour chômage partiel, et que derrière, ça fasse des demandeurs d'emploi? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chômage partiel de mis en œuvre dans les entreprises. Donc, effectivement, on a quelques plans sociaux, quand même, qui se sont déclenchés dans les 6 derniers mois. Donc, ils font partie des chiffres que je vous ai donnés là. Les plus 0,9, c'est très probablement ces plans sociaux. Mais encore une fois, si je me compare à l'Occitanie, parce que j'essaye aussi de regarder un peu ce qui se passe dans les départements voisins, l'augmentation est de plus 3,2. C'est plus conséquent quand même en Occitanie. Donc, nous, la hausse, à ce jour, elle est relativement modeste. Alors, les effets de la crise, effectivement, peut-être qu'il faudra qu'on se reparle en fin d'année. C'est vrai qu'on est surpris de ce résultat parce qu'on est un département touristique. Il y a un grand centre d'attraction qui est lourd. Ce centre est fermé, le tourisme est fermé, et ça n'a pas plus de retentissement
sur le chômage dans les Hautes-Pyrénées. Alors, c'est pas aussi fermé que ça, déjà. Ça, c'est peut-être des idées reçues, mais le tourisme, bien sûr, vous parlez de Lourdes, c'est vrai que c'est assez emblématique, mais à Lourdes, il y a toujours eu un peu d'activité, y compris en 2020. Alors, rien à voir avec les embauches massives des autres années, où on pouvait connaître des embauches à Pâques de quasiment 3000 personnes sur le bassin lourdais. Là, c'est vrai qu'on n'a pas connu ça, mais ça n'a pas été fermé. Il y a quand même eu des embauches l'année dernière. Ce qui s'est passé aussi l'été dernier, c'est que les vallées ont connu un boom touristique qui a peut-être pas compensé, je dirais pas ça, mais qui a quand même absorbé quand même beaucoup de demandeurs d'emploi à ce moment-là. Il y a eu un plus dans les vallées, un moins à Lourdes, mais un plus dans les vallées. Donc tout ça est à voir aussi avec... c'est une vue d'ensemble en fait qu'il faut avoir. Et là aussi, c'est peut-être une évolution lente, mais qui va dans le bon sens. Le tourisme s'est plus développé dans les montagnes et au bord de l'océan que du côté de la Méditerranée, qui était le centre touristique de la France. Voilà, nous on a quand même bénéficié l'année dernière d'un rebond pendant l'été, et donc on n'a pas passé une année blanche en 2020, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si je peux comparer peut-être les offres d'emploi pour vous donner une idée sur ce qui s'est passé. Alors certes on est à la baisse, si je compare à l'année 2019 évidemment, là on a une baisse de nos offres de 15%. 15%. Donc, et ça ne fait pas un peu peur, parce que ça ne veut pas dire c'est ce qui va se passer plus tard. Peut-être, c'est une hypothèse. Mais dans ce qu'on commence à voir là depuis 2-3 mois, on voit que clairement on a augmenté nos offres. On a des volumes d'offres mensuels qui sont de l'ordre de 950 000 offres, et au plus bas de la crise on était à 600 offres, un peu moins par mois. Donc c'est rassurant, même s'il y a 15% de moins. Ah, on a 15%, voilà, si on regarde effectivement le volume d'offres, si je compare en fait mars 2019, mars 2021, voilà, oui, on a une baisse de 15%. Et dans quel secteur se situent ces offres d'emploi, et est-ce que vous pouvez répondre, c'est-à-dire est-ce que les emplois demandés peuvent être pourvus? Alors, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, les métiers qui recrutent le plus sur le bassin, c'est par exemple téléconseil et télévente. Parce que nous avons une très grosse entreprise sur le territoire, et donc qui est très recruteuse, qui a eu des marchés complémentaires tout au long de l'année 2020, puisqu'il y avait beaucoup de choses en distanciel, et eux ont su développer considérablement leur entreprise. Donc aujourd'hui, par exemple, on a 125 offres à pourvoir dans cette entreprise, ce qui est quand même relativement conséquent. Ce qu'on a également beaucoup quand même, c'est tous les métiers de l'hôtellerie, restauration, tourisme. Enfin, ça reste la base, oui. Ça reste une base non négligeable. On a toujours beaucoup de choses sur ces métiers-là. Je vais me permettre je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais bon. Voilà, donc sur les 12 mois glissants, là, j'ai regardé donc, sur l'année 2020, on va dire. Prenons l'année 2020. On a eu quand même 15 564 retours à l'emploi enregistrés. C'est-à-dire là, ce sont des chiffres que je vous annonce, ce sont des déclarations préalables à l'embauche, faites à l'URSSAF, donc certifiées. Donc, par rapport si je me souviens bien, de 21 000 à peu près que vous aviez annoncé. Oui, demandeurs d'emploi. Mais bon, alors ce qu'il faut voir, c'est que sous une DPAE, ça peut être une DPAE pour 3 jours, 5 jours, une semaine... 6 mois, 12 mois. Il y a et donc on a un département extrêmement saisonnier avec beaucoup de récurrence. Les gens occupent un emploi, sont au chômage, réoccupent un emploi, etc. Et ce, parfois plusieurs fois au cours de l'année. Donc voilà, c'est comme une grande baignoire l'emploi. Ça rentre toujours et ça sort toujours.
Voilà. Alors quand ça sort plus vite, c'est là que ça baisse. Il faut éviter que ça sorte. Mais ça rentre toujours. Heureusement. Donc c'est perpétuel comme mouvement. Il faut le comprendre comme ça. Donc effectivement, vous confirmez l'aspect important de l'économie touristique dans notre département. Oui, les retours à l'emploi qu'on a vus l'année dernière, surtout les retours à l'emploi enregistrés, encore une fois, là c'est les chiffres de l'URSSAF. Donc, les premiers secteurs recruteurs, ça a été le commerce pour 18%, l'hôtellerie-restauration 18%, les services à la personne pour 16%. Et puis après, bon, ça baisse, on a tout ce qui est BTP, construction pour 9%. Tout ce qui est gestion, aide, support à l'entreprise pour 9%, transport et logistique 7%, l'industrie 7%. Voilà. Donc, l'industrie a disparu quasiment de non. notre... Non, je ne vais pas dire ça, non. C'est un département industriel quand on pense à, oui, alors ça dépend Alstom, l'Arsenal, d'où on part. Voilà. D'où on part. C'est ça qu'il faut regarder. Moi, là, je vous compare d'une année sur l'autre, ça n'a pas changé à ce point-là. C'est vrai qu'il y a eu... ils étaient plutôt dans une période de très fort recrutement au cours des 5 dernières années, donc on était habitué à des taux de recrutement très importants. Il y a eu quand même un stop, mais il n'y a pas non plus... voilà, ça reste un secteur voilà, et quand ça va redémarrer, je pense qu'il y a pas de souci à se faire. Et puis l'industrie, c'est plein de types d'industries, c'est pas une industrie. On a, il faut pas l'oublier, de l'aéronautique, mais on a aussi du ferroviaire qui se porte très bien sur le territoire. Alstom. Et oui, et donc on a aussi voilà, des perspectives, alors à moyen et long terme importants, des perspectives de recrutement importantes dans le ferroviaire. Et puis il y a des niches aussi dans l'industrie, il y a la céramique, l'industrie, il y a l'industrie agroalimentaire aussi, si on veut aller par là. Aujourd'hui, pour l'agriculture, est-ce qu'ils font appel à vous ? Alors l'agriculture n'est pas un secteur d'activité qui a beaucoup l'habitude de travailler avec Pôle emploi. On va dire qu'ils travaillent dans des réseaux entre eux plutôt. Ceci dit, on est quand même un sourcing important quand même, parce que 21 000 demandeurs d'emploi, voilà. Et puis nous, on a des fichiers actualisés en permanence, donc on arrive quand même à travailler avec eux, mais on va dire qu'ils font appel à nous un peu en dernière limite, quand le torchon brûle, quand ils ont trouvé personne par les réseaux et que là il y a le feu au lac, là on appelle Pôle emploi. C'est déjà trop tard d'ailleurs, parce que c'était pour hier, et on sait très bien que c'est pas un secteur d'activité qui aujourd'hui bénéficie d'une très bonne image aux yeux non plus du public. Donc c'est essentiel, et notre département est relativement agricole. Pas tant que ça. Moi je compare parce que j'ai le Gers. Alors évidemment là on parle de choses très différentes. On est très très loin derrière le Gers. Mais ceci dit, il y a de très belles entreprises agricoles, viticoles, donc qui font la une des journaux même. Donc je pense que voilà, on est très bien dotés. On travaille avec eux, pas assez à mon goût, parce qu'il y aurait des choses à faire en gestion prévisionnelle des emplois et carrières, parce que c'est quand même un secteur d'activité où leurs salariés sont plutôt vieillissants, et puis avec des métiers qui ont énormément évolué, qui se sont beaucoup modernisés, où il faudrait anticiper les compétences de demain. Et donc dommage, parce que effectivement, quand on a de la lisibilité nous sur un secteur d'activité et qu'on sait ce dont aura besoin la branche professionnelle, on peut nous en anticipation 2-3 ans avant mettre en place des formations qui vont correspondre aux emplois de demain. Et quand on n'a pas ces offres-là, cette vision-là, on travaille un peu en aveugle, donc c'est plus compliqué pour nous. Alors justement, en parlant d'emploi de demain, on met dans ce domaine-là tout ce qui est la révolution numérique, la transition écologique. Et est-ce que vous voyez une évolution dans notre département sur ces deux secteurs ? Alors, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Numérique. Donc voilà. Alors numérique, il y a des transformations qui se font et bien sûr on accompagne les demandeurs d'emploi et les entreprises, n'oublions pas aussi à la transformation numérique,
parce que nous avons nous-mêmes des outils très performants. Aujourd'hui, par exemple, un demandeur d'emploi ne s'inscrit que par Internet. Il n'y a plus de papier, il y a plus, voilà. Une entreprise, quand elle dépose une offre, elle dépose son offre sur notre site Internet. Alors, des sites labellisés, hyper contrôlés, vous vous doutez bien. Enfin bon, on est hyper protégé. Et donc, un employeur peut créer son espace, déposer son offre, mais pas que. Si on l'a certifié, l'employeur, et qu'on est sûr de l'employeur, il peut même avoir accès au CV des demandeurs d'emploi du département, le week-end, la nuit, à tout moment. Ça c'est assez peu connu, mais on a des choses... voilà, aujourd'hui, un employeur qui est très branché numérique, il a accès à tout un tas d'informations et de candidatures, par exemple. Voilà, s'il est autonome, on peut. Alors, s'il n'est pas autonome, nos conseillers entreprises, ils sont là aussi pour l'accompagner dans cette démarche. Avec les demandeurs d'emploi, on leur fait passer souvent des passeports numériques. En ce moment, on a la chance d'avoir des chéquiers numériques qu'on peut donner aux demandeurs d'emploi pour ceux qui sont un peu éloignés, qui ont des difficultés, y compris dans la vie quotidienne, pas qu'avec les services publics, mais dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses à accomplir sur Internet. Donc on travaille avec des relais, on a des organismes de formation, on travaille avec les maisons France Service aussi, qui peuvent les accueillir pour les former, les informer, les aider. Et puis dans nos agences, on a des bornes. On a des ordinateurs, des bornes Internet en libre accès. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi le savent, nous fréquentent énormément pour cette même raison. Un demandeur d'emploi, il peut s'abonner, par exemple, vous recherchez un emploi d'aide à domicile demain, sur la zone d'Orléans, eh bien vous saisissez votre propre demande, et toutes les offres qui vont tomber dans les spécificités que vous avez demandées vous seront envoyées automatiquement sur votre compte. Donc vous avez fait votre révolution numérique. Et quelque part, de ce point de vue culturel, un certain nombre de personnes, vos agents et les demandeurs sont initiés à cette révolution numérique. Mais est-ce que vous voyez des entreprises pointues dans le domaine du numérique se développer dans notre région ? En tout cas, c'est peut-être des niches, mais c'est pas. Voilà, aujourd'hui, c'est pas très important. Non, les entreprises existantes se transforment petit à petit numériquement. Mais je dirais pas qu'il y ait forcément des créations massives, en tout cas pas avec des retombées importantes sur l'emploi aujourd'hui. On a interviewé le responsable de la French Tech ou de Peace Crescendo. On voit qu'ils font des efforts, mais les exemples qu'ils nous ont donnés montrent des réussites, mais c'est vrai que c'est pas des grosses entreprises. Il y en a, voilà, il y en a. C'est-à-dire que sur l'emploi aujourd'hui, moi, par rapport aux chiffres que je vous donne de retour à l'emploi sur une année, sur les 15 000, voilà, on parle peut-être de 50 personnes. Vous voyez, enfin, il faut relativiser les chiffres. Alors, c'est vrai que peut-être que je suis un peu trop macro, mais oui, non, enfin, aujourd'hui, moi, je ne vois pas de retombées spécifiquement. Pour la transition écologique, j'ai envie de dire que aujourd'hui, il y a des modules qui sont intégrés dans toutes nos formations, par exemple. On a un très beau centre de formation à l'AFPA sur les métiers du bâtiment. Bon, ben, c'est clair que là, c'est des choses qui sont automatiquement intégrées dans les formations aujourd'hui. Et par ces formations, vous pouvez peser sur l'évolution. Oui, alors voilà, ça fait partie des évolutions, mais j'ai regardé sur tout ce qui est autour de l'écologie ou qui pourrait s'en apparenter. Sur une année, c'est 114 offres sur 8000 offres. Donc on ne peut pas parler non plus... non, pas vraiment. Alors on les trouve dans des niches, il y en a, c'est pas absent, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas demain encore. Donc si on reste en macro, notre département est un département touristique, avec, si j'ai bien compris, le commerce qui fonctionnait assez bien. Oui, tout à fait. Une industrie qui existe encore. Bien sûr, oui. Une agriculture qui existe aussi. Qui existe, qui est pas majoritaire. J'ai envie de dire que le BTP là est en train de faire plutôt une percée. Là, on sent que voilà, il y a une reprise un peu plus. D'ailleurs, on a
passé une convention avec la Fédération du bâtiment dans les Hautes-Pyrénées, puisque là, on sent qu'il y a quand même plus que des frémissements, des besoins de recrutement, des compétences nouvelles et des compétences et du très qualifié. Donc là, effectivement, on est en train de travailler sur la mise en place de formations très pointues, spécifiques. Là, on est en lien direct avec les entreprises. La Fédération du bâtiment nous a ouvert ses portes. Il y a un conseiller qui fait des permanences toutes les semaines là-bas. Et donc là, on est capable de faire dans la dentelle et de former et d'être en réactivité. Voilà, c'est un secteur qui est en développement, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, une dernière question avant de passer la parole à Bernard Bessou qui bout de vous poser ces nombreuses questions. Les perspectives d'avenir. Est-ce que vous avez une idée des perspectives d'embauche pour l'année qui vient, Je dis ça en pensant à une étude qui a été faite par un responsable de Pôle emploi qui disait que les entreprises étaient dans les starting blocks en général dans la France et qu'ils avaient des perspectives d'embauche supérieures à ce qui était prévu en 2019. Oui, alors vous me parlez de l'enquête en besoin de main-d'œuvre. Alors c'est une enquête de Pôle emploi qui a lieu tous les ans entre octobre et novembre. Donc là, du coup, on contacte toutes les entreprises adhérentes. Qui cotisent, cotisantes en fait, je devrais dire plutôt. Et effectivement, il y a tout un questionnaire qu'on leur envoie sur la représentation, l'anticipation qu'ils ont de leurs besoins en recrutement sur l'année, en l'occurrence la 2021. Donc cette enquête qui a eu lieu en fin d'année 2020 révèle que dans les Hautes-Pyrénées, a priori, si on comptabilise un peu tout, on a quand même eu un très bon taux de retour sur l'enquête, donc elle est quand même assez réaliste, me semble-t-il. 9340. Bon, voilà. Alors retenez des échelles, parce qu'évidemment, ce sont des intentions. Et après, eh bien, il y a des carnets de commandes qui se confirment ou pas, il y a un nouveau confinement qui arrive ou pas. Donc, de ces intentions, qu'est-ce qui nous reste en fin d'année ? Voilà, il faut relativiser tout ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, une entreprise sur 4 qu'on a contactée a déclaré souhaiter embaucher en 2021 dans les Hautes-Pyrénées. C'est un signe d'optimisme. C'est quand même un très bon niveau, avec une entreprise sur 2 qui nous dit avoir des besoins plus permanents, en CDI. Donc ça, c'est aussi une note optimiste quand même, on peut le regarder. Alors, si je regarde par rapport à 2019, si je me compare à 2019, parce que l'année 2020 était une année un peu de transition, on va dire, qui ne me sert pas de base de référence, on est quand même en baisse sur les projets de recrutement. En 2019, on était dans une dynamique importante. Là, on a quand même baissé nos projets de recrutement de 13%. Donc c'est à peu près 1400 projets qui n'existent plus. Alors qu'au niveau national, c'est plutôt des perspectives supérieur à 2019 ou du même ordre. Ouais, enfin, là, je sais pas. Là, vous me posez une colle. Moi, j'ai les résultats de mon territoire. C'est déjà pas mal. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Je voudrais pas dire d'ânerie aux auditeurs. Bon, mais je vais donner la parole à Bernard Bessou qui a quelques questions à vous poser. Oui, Catherine Guilbaudot, on parle beaucoup de monde d'avant, de monde d'après. Si je file la métaphore, le monde d'avant, c'était l'Arsenal, c'était l'Alstom, c'était tous ces emplois, etc. Et le monde d'après, si je vous ai bien écouté, le numérique, la transition écologique, c'est les niches. Ce sont les niches. Au niveau de l'emploi, deux questions. Tous ces emplois et tous ces employés de l'Arsenal, d'Alstom, certes qui sont maintenant à l'âge de la retraite. Est-ce que vous les avez toujours dans vos portefeuilles, dans les recherches d'emploi ? Non. Non. Non, on n'a plus. On a eu des gens du GIAT encore il y a quelques années. Moi, je suis là depuis 12 ans. Au début, il y en avait, mais il n'y en a plus, non. Il n'y en a plus ? Non. Et puis, comme je vous expliquais, c'est très renouvelé. On n'est pas demandeur d'emploi à vie. On rentre, on sort, heureusement. Et quand on regarde la pyramide des âges, au niveau de ce département, on s'aperçoit qu'on a un département où la tranche d'âge au-delà de 50 ans est importante. Oui. Il n'y a pas que ce département, il n'y a pas que... On le trouve dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Hérault et dans le Gard, par exemple. Mais
est-ce que ça n'a pas un impact sur les chômeurs âgés et sur les demandeurs d'emploi de longue durée? Alors aujourd'hui, la population, on va dire, qui rencontre le plus de freins à l'emploi, c'est évidemment la population dite senior, bon, c'est pas, voilà, c'est-à-dire les plus de 50 ans. C'est vrai que on est à 30% des demandeurs d'emploi qui ont aujourd'hui, c'est une réalité, plus de 50 ans dans les Hautes-Pyrénées. Les jeunes représentent à peu près 11%, pour vous donner une idée, les jeunes de moins de 26 ans. Donc évidemment, alors souvent, bon, il y a aussi un cumul de freins. C'est-à-dire que c'est aussi des personnes de plus de 50 ans, mais dans les moins qualifiés, ou bien avec des problématiques de santé. Par exemple, on retrouve dans ces publics-là des gens qui ne peuvent plus exercer le métier qu'ils ont exercé, donc qui ont été en reconversion avec des difficultés, des reconnaissances de bénéficiaires d'obligations d'emploi. Évidemment, un petit peu plus de femmes que d'hommes aussi dans ces situations-là. Voilà, des bénéficiaires du RSA également. C'est-à-dire que souvent on cumule les statuts quand on est dans ces difficultés. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de retrouver un emploi. Ceci dit, on a quand même aujourd'hui, nous, beaucoup de prestations qui permettent quand même de lever ces freins à l'emploi, d'y travailler. Nous, on baisse pas les bras, vous comprenez bien, c'est presque un tiers de nos demandeurs d'emploi. Ils attendent quand même de nous beaucoup. Et puis, ils ont aussi beaucoup de choses à vendre sur le marché du travail. Ils ont de l'expérience, ils ont pour eux quand même beaucoup de compétences. Donc, souvent, des fois, c'est aussi une manière, enfin, on les aide en valorisant leur image, parce que souvent, il y a aussi beaucoup de perte de confiance en soi, des choses sur lesquelles... Mais rien n'est impossible, et on a de très belles histoires aussi sur ce public-là. Ça veut dire qu'en fin de compte, ces demandeurs d'emploi de longue durée ou de très longue durée, d'un an, supérieur à un an, supérieur à 2 ans, etc., est-ce que vous avez eu à travailler, vous m'avez parlé du conseil, de votre collaboration avec le conseil départemental. Le conseil départemental gère aussi ces personnes-là. Comment est-ce que vous avez arrivé à travailler avec les associations, les organismes qui prennent en charge ce public? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas faire tout seul déjà. Donc, je crois qu'il faut déjà bien comprendre ça. Et donc, du coup, on va rechercher, nous, des complémentarités, on va rechercher des associations, on va rechercher des partenaires, Mission Locale, Cap Emploi, qui savent très bien faire dans leur spécificité, sans doute mieux que nous sur certaines choses. Et donc, du coup, on est tout en partenariat avec tous ces partenaires sur le marché du travail, parce que nos offres de services sont très complémentaires. Ils peuvent accompagner sur un petit moment la personne, sur un sujet. Nous, on reprend la main derrière. Enfin, voilà, on a aujourd'hui beaucoup de proactivité avec les partenaires, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Les bénéficiaires du RSA, par exemple, demandeurs d'emploi, mais il y a des bénéficiaires du RSA qui ne relèvent pas non plus de la demande d'emploi, qui sont dans des problématiques sociales, qui ne sont même pas inscrits chez nous parce que l'emploi n'est même pas au bout du chemin. Donc on en a 2800 à peu près. C'est 13% de nos demandeurs d'emploi dans le département, les bénéficiaires du RSA. Donc c'est vrai qu'on a des actions, on travaille avec le conseil départemental sur l'orientation quand quelqu'un s'inscrit. Est-ce qu'il relève, est-ce qu'il y a une perspective d'emploi à terme, quels sont les freins qu'il rencontre et qui est le mieux placé pour l'accompagner. Et donc on jongle comme ça. Si c'est les assistantes sociales, eh bien on va sur de l'accompagnement social exclusif. S'il y a une perspective d'emploi mais des freins, on a ce que je vous disais tout à l'heure, l'accompagnement global, mais il y a aussi des bénéficiaires du RSA qui sont dans des portefeuilles avec des conseillers, j'ai envie de dire, qui sont sur des recherches tout à fait ordinaires. Le statut aujourd'hui de RSA ou de chômeur longue durée, c'est un frein statistique, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas de solution, bien au contraire. D'accord. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir brossé ce tableau très, très complet. Moi, je dirais assez complexe.
du rôle de Pôle emploi que vous dirigez et des nombreux liens que vous êtes obligé de tisser avec des tas de partenaires, d'organismes. Et quelque part, pour moi qui est un peu pessimiste, vous avez été plutôt rassurante, mais sans aller plus loin. Et encore, vous ne m'avez pas posé la question sur des fois l'image qu'on a de Pôle emploi, les employeurs, les demandeurs, etc. Et moi, j'avais préparé une réponse là-dessus. Je vous en prie. Parce que je tiens à valoriser le travail de tous les conseillers, de tous les managers, parce que tout ça, c'est il y a des agences avec beaucoup de choses accomplies. Et vous savez qu'on a, en fait, c'est pas nous qui interrogeons les demandeurs et les employeurs sur leur satisfaction, c'est un organisme qui s'appelle Ipsos, qui est externe et qui envoie des enquêtes de satisfaction aux demandeurs d'emploi après un entretien chez nous, quand ils sont positionnés sur une offre. On envoie aussi aux employeurs une fois qu'ils ont terminé leur recrutement ou quand un conseiller est venu leur rendre visite. Il y a des questionnaires qui sont envoyés, pas par nous, par Ipsos. Ipsos analyse et nous retourne. Alors, quel est ce retour ? Ah ben oui, c'est ça quand même, parce que j'ai quand même ma petite fierté sur le département. Je dois dire quand même que grâce au travail des collaborateurs, en l'occurrence, j'y suis pour rien dans tout ça, mais on a des indicateurs de satisfaction, et c'est comme ça que l'on pilote. D'ailleurs, je voudrais le dire. Aujourd'hui, moi, ce que je regarde, c'est la satisfaction des demandeurs d'emploi et des employeurs, et ce sont des indicateurs qui tombent tous les mois, les enquêtes de satisfaction sont analysées, et c'est une source pour nous d'amélioration en continu aussi, il faut le dire. Bien sûr, parce que là aussi, ils disent quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés. Ah oui, il y en a qui font des verbatims, qui expliquent, qui demandent à être rappelés, on les rappelle, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on n'est pas, c'est pas assuré à tous les coups, le recrutement, il y a aussi des côtés parfois aléatoires et donc et aussi des difficultés, parce qu'on a des secteurs d'activité qui sont très en tension, qui n'attirent pas beaucoup, avec des déficits d'image aussi. Donc tout ça c'est lié, il y a une part de responsabilité de Pôle emploi, mais pas que. Donc on regarde tout ça, et sur les demandeurs d'emploi, on les interroge sur l'accompagnement dont ils bénéficient par leurs conseillers. Et cette note-là, à l'heure où je vous parle, depuis le début de l'année, elle est à 87,2% de satisfaction de l'accompagnement dont ils bénéficient par leurs conseillers. Donc ça, fierté pour les conseillers, ça veut dire que que les choses sont quand même bien faites. Les demandeurs sont satisfaits dans une situation qui n'est pas toujours facile. Voilà. Après, on leur demande, est-ce que les services de Pôle emploi sont faciles en termes de proximité? Est-ce que quand vous y allez, vous appelez, vous envoyez un mail, vous avez des réponses faciles? 86,2% nous disent qu'ils ont un contact de proximité facile avec Pôle emploi et qu'ils ont des réponses à leurs questions. Bon, c'est pas non plus négligeable. Je trouve que dans le contexte Covid, ça c'est des chiffres pleine crise, confinement. Donc voilà. Après, on regarde, on les interroge aussi sur la satisfaction qu'ils ont sur la manière dont on traite leur dossier d'allocation de retour à l'emploi. Et là, le chiffre est un peu moins bon parce qu'effectivement, des fois il n'y a pas de droit aussi, donc souvent c'est pas la façon dont Pôle emploi traite, mais c'est plutôt le résultat. Et là, on est à 75%, donc c'est un peu en deçà. Bon, je peux comprendre que certains ne soient pas satisfaits de leur indemnisation. Ce sont des gens qui aimeraient être mieux indemnisés ou plus longtemps. Oui, alors la question qu'on leur pose, c'est est-ce que la manière dont on a traité leur convient, mais souvent l'interprétation c'est j'attendais pas ça, j'attendais plus. Enfin voilà. Donc mais c'est un chiffre quand même, 75%, c'est quand même 3 sur 4 qui pensent que leur conseiller indemnisation à Pôle emploi fait le maximum de ce qu'il peut faire. Donc là encore, c'est pas négligeable. Et puis les entreprises, on leur demande, je vous l'ai dit, après un recrutement, une visite, etc., est-ce qu'ils ont trouvé percutant les services de Pôle emploi? Est-ce qu'ils donneraient d'ailleurs notre numéro de téléphone à un autre employeur? Et 85% disent oui, on est satisfait de la manière dont on a traité notre opération de recrutement.
Donc voilà, c'est quand même des notes sur lesquelles j'aurais aimé finir parce que je trouve que c'est le reflet quand même du quotidien et de l'investissement des collaborateurs. Vous avez eu raison d'apporter ces précisions, car lorsqu'on écoute les médias, lorsqu'on les écoute dans la rue, c'est tout à fait une image contraire. Alors, vous rétablissez, et c'est donc un bureau d'études indépendant qui fait ces enquêtes. Oui, c'est Ipsos, pour ne pas le nommer. D'accord. Bon, mais écoutez, on a mieux compris le fonctionnement de Pôle emploi, les efforts que vous faites, la qualité de vos employés et les difficultés que vous affrontez. Merci Catherine Merci, Catherine. Guiboldo. Merci à vous.